Bonjour à tous, et oui cette année on fait Movember, et aussi pendant les vacances j'ai regardé The Last of Us, et je pense que s'inspirer du swag de Pedro Pascal c'est aussi une bonne façon d'aborder la reprise de novembre avec enthousiasme. Aujourd'hui petite vidéo à l'ancienne au stylo, je voulais la faire assez rapidement, parce que c'est pour répondre à un commentaire de la dernière vidéo qui me demandait si je pouvais parler des quantificateurs dans les arbres de preuve. Alors c'est vrai que sur la chaîne j'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter, mais on peut tout à fait faire de la déduction naturelle avec le calcul des prédicats. Donc pour cette vidéo, je vais supposer que vous savez ce que c'est que la déduction naturelle, c'est-à-dire que vous avez par exemple regardé la playlist de tutos que j'ai fait à ce sujet, et aussi que vous savez ce que c'est que le calcul des prédicats. Ça c'était le sujet de la dernière vidéo. Alors si on veut faire ça, il faut se rappeler que pour faire de la déduction naturelle, on a besoin de connaître deux choses, en particulier c'est la tête des formules et les règles qu'on applique pour faire des preuves. Donc ça nous donne deux éléments principaux, les formules et les règles. Alors, c'est deux choses qui vont changer par rapport à la logique propositionnelle. Pourquoi? Parce que en calcul des prédicats, et ça je vous l'avais montré lors de la dernière vidéo, les formules ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les formules de base sont de cette forme-là. Ça peut être des quantificateurs avec des formules complexes, voilà. Mais on n'a plus les formules propositionnelles, donc ça il faut le prendre en compte quand on écrit des preuves, bien sûr, parce qu'on ne va pas prouver des formules qui sont de la même syntaxe, tout bêtement. Pour les règles, c'est un peu plus facile à comprendre parce que on va garder toutes les règles du calcul propositionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que l'axiome de la déduction naturelle, il ne va pas changer de forme. Par exemple, si j'ai un certain ensemble d'hypothèses et une formule comme, je ne sais pas moi, P de x, eh bien je peux en déduire la formule P de x. Ça c'est un axiome qui marche. Okay, c'est un exemple, hein, bien sûr. Je peux faire ça avec n'importe quelle formule du calcul des prédicats. Et ça, c'est vrai avec toutes les règles pour les connecteurs, l'implication, la conjonction, la disjonction. Tout ce qu'on a appris à faire, ça va nous resservir, on a le droit de le faire pour faire des preuves. En revanche, ce qu'on ne sait pas faire, c'est ajouter des quantificateurs ou enlever des quantificateurs. Vous vous rappelez que chaque connecteur a une règle d'élimination et une règle d'introduction en déduction naturelle. Pour les quantificateurs, c'est la même chose. On a deux connecteurs, on a le pour tout et le il existe. Ces deux connecteurs unaires, il faut être capable de les introduire et de les éliminer. Un truc qu'on peut faire, c'est regarder sur Wikipédia à quoi ça ressemble. Il y a une page dédiée à la déduction naturelle, vous pouvez y jeter un œil. Attention toutefois, parce que c'est pas la syntaxe que j'utilise moi. Il y a des petites différences que vous pouvez identifier. On n'a pas le symbole du taquet. Les hypothèses sont notées comme hypothèses non déchargées. Voilà, moi j'utilise une présentation un peu différente, donc gardez ça en tête si vous jetez un œil. Mais par contre, il y a plein de choses intéressantes, des exemples, des applications, tout ça, tout ça. Regardons maintenant avec ma syntaxe ce que ça donne pour ces quatre nouvelles règles qu'on doit introduire. Donc, pour le pour tout, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on doit dire que si pour un certain ensemble d'hypothèses, j'arrive à prouver la formule f, eh bien, je peux en déduire la formule pour tout x f. Ça, c'est ce qui permet d'introduire le quantificateur universel, on le note pour tout introduction. Et ici, il faut faire très attention parce que on a une contrainte sur cette règle. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans logique propositionnelle, mais cette règle, pour avoir le droit de l'appliquer, on a une petite condition qu'on va noter astérisque ici. Alors, astérisque, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire, je vais le noter là, voilà. Ça veut dire x, la variable x, n'appartient pas aux variables libres de gamma. D'accord? Gamma, c'est ce que sur Wikipédia ils appellent les hypothèses non déchargées. C'est les hypothèses qui sont encore en cours au moment où on fait cette preuve. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en particulier? Eh bien, ça veut dire que si par exemple j'ai une preuve qui ressemble à ça, P de x prouve P de x, ça je peux le faire avec un axiome, eh bien je n'ai pas le droit d'introduire le quantificateur universel. Je n'ai pas le droit d'écrire P de x prouve pour tout x P de x. Ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que ce que j'ai ici, dans mon ensemble d'hypothèses gamma, c'est une formule dans laquelle x est libre. Vous vous rappelez, les variables libres, c'est les variables qui ne sont pas quantifiées dans la formule. D'accord? Donc comme x est libre dans gamma, je n'ai pas le droit d'introduire le quantificateur universel. Ok?
Deuxième règle, pour le pour tout, c'est son élimination. Alors, l'élimination, à quoi ça ressemble? Eh bien, si j'ai une formule de la forme pour tout x f, ok, f une formule quelconque à nouveau, eh bien, je peux en déduire f dans laquelle, et là on a une notion qui est importante, dans laquelle je remplace x par un terme t quelconque. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc ça, c'est la règle pour tout élimination. Cette règle, en fait, elle est assez simple. Elle dit que si f est vrai pour tout x, alors je peux en déduire f en mettant n'importe quoi à la place de x. Ok, c'est assez logique. Alors, un terme t, qu'est-ce que c'est pour nous? Ça va être n'importe quelle variable. Je peux le remplacer par y, z, etc. Par x. Je peux garder x. Dans des logiques du premier ordre un peu plus complexes, parfois on rajoute des constantes, ça j'en ai parlé lors de la dernière vidéo. On peut aussi rajouter des symboles de fonctions, genre f de x, f de y, voilà, ça désigne des éléments d'une façon un peu plus complexe. Nous, dans notre cas, on peut imaginer juste que c'est la variable qui nous intéresse, ou une constante si vous voulez, mais c'est ce qu'on veut. Voilà, voilà, on garde la terminologie de terme justement, mais c'est, voilà, imaginez qu'on peut le remplacer par n'importe quelle variable. Ça, je vais donner des exemples après. Voilà pour le quantificateur universel et le quantificateur existentiel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si j'arrive à prouver f, alors je peux prouver il existe x f. Ok, alors là c'est pas tout à fait vrai parce que f, on va lui donner cette notation également. Cette notation, c'est la notation de substitution, hein, c'est on remplace toutes les occurrences de x par les occurrences d'un terme t quelconque. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette règle? Elle veut dire que si j'ai réussi à prouver f pour un certain exemple, d'accord? Eh bien, ça veut bien dire qu'il existe un x qui vérifie f. Et ce x, c'est notre exemple, c'est comme ça qu'on raisonne. Okay, on verra avec des exemples comment ça marche tout à l'heure. Et là, pareil, le terme t, ça peut être n'importe quel élément, ça peut être x, une variable y, une constante. Voilà, si je montre que f est vrai pour la constante c, j'en déduis que il existe x, f de x. Voilà, et mon exemple, ça sera c. Donc ça, c'est il existe introduction. Ensuite, il nous faut maintenant une règle pour éliminer le quantificateur existentiel. Okay, alors, celle-là, elle est un peu plus compliquée. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est imaginons que je sois capable de prouver il existe x f, d'accord, et que d'autre part, à partir de un certain ensemble d'hypothèses delta, peu importe, et de f, j'arrive à prouver la formule A. D'accord? À chaque fois, ça peut être des preuves plus ou moins complexes, hein, comme d'habitude. Eh bien, dans ce cas spécifique, je garde mes hypothèses gamma et delta, comme dans les autres règles que vous connaissez, et j'en déduis. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis A. Et ça, c'est la règle du il existe elim. Ici, on doit encore rajouter une petite nuance, c'est que j'ai une contrainte à nouveau que j'appelle étoile-étoile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire étoile-étoile? Ça veut dire que x n'appartient pas aux variables libres de A, gamma ou delta. D'accord, x ici, il doit rester dans f, il ne doit pas être à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette règle? Intuitivement, elle veut dire que si je sais qu'il existe un x qui vérifie f, et que à partir de f, pour un x quelconque, je peux en déduire a, alors comme je sais qu'il y a au moins un x pour lequel ça marche, eh bien, je peux bien en déduire a. D'accord? Normalement ici, vous voyez l'analogie qu'on peut faire avec le raisonnement par cas, l'élimination de la disjonction. D'ailleurs, sur Wikipédia, c'est indiqué, le il existe, il marche un peu comme un ou, et le pour tout, il marche un peu comme un et. D'ailleurs, c'est assez logique, puisque quand on dit, imaginez qu'on a un ensemble fini d'éléments dans notre domaine, je vous renvoie à l'aspect sémantique de la vidéo précédente, qu'est-ce que ça veut dire pour tout x f? Donc, si mon domaine est égal à, disons, des éléments 0, 1, 2, d'accord, on prend 3 entiers, eh bien, pour tout x, p de x, on est d'accord, ça veut dire tous les éléments vérifient p. Donc, dans ce cas-là, ça va être la même chose que de dire p est vrai pour 0, et p est vrai pour 1, et p est vrai pour 2. On est d'accord. Et d'autre part, il existe x, p de x, ça voudra bien dire il existe au moins un parmi 0, 1 ou 2 pour lequel ça marche. Donc p de 0 ou p de 1
ou P de 2. Vous voyez l'idée? Et du coup, quand on dit que de pour tout x, Px, je peux déduire avec le pour tout elim P de un certain t, je vous renvoie aux règles que j'ai montrées tout à l'heure, eh bien, je peux dire, voilà, ça veut dire que c'est vrai pour P de 0. Bon, de 0, il n'est pas dans la syntaxe, mais vous voyez l'idée, c'est ce que je peux déduire dans le cas où je connais les éléments du domaine. De la même façon, si je suis capable de prouver P de 0, je peux en déduire, il existe x, P de x. Et vous voyez que ça marche comme la disjonction, parce que de P de 0, je peux en déduire P de 0 ou P de 1 ou P de 2. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un peu l'analogie entre le il existe et le ou, et le pour tout et le et. D'accord? Alors, revenons à nos règles. On va donner quelques exemples. Qu'est-ce qu'on peut montrer avec ça? Eh bien, par exemple, regardons un théorème qui est vrai en logique du premier ordre. Donc, par exemple, pour tout x, P de x et Q de x implique pour tout x, Px et pour tout x, Qx. Ok, ça c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? On peut s'en convaincre assez facilement. On dit, ben, si tous les éléments vérifient P et Q, ben, ça veut bien dire que tous les éléments vérifient P et que tous les éléments vérifient Q. Il n'y a pas vraiment de surprise. Alors, comment on prouve ça? Eh bien, une petite introduction de l'implication des familles, ça on connaît. On se retrouve avec cette hypothèse universelle, donc, et on doit prouver une conjonction. Ok, comment on fait pour montrer cette conjonction? Eh bien, on doit montrer les deux éléments. Bon, je vais en faire qu'un. Hein. Par exemple, je dois montrer pour tout x, avec la même hypothèse, hein, pour tout x, Px et Qx, prouve, par exemple, pour tout x, Px, et de la même façon, pour tout x, Px ou Qx, prouve pour tout x, Qx. Ok, donc je vais faire celui de gauche, celui de droite il marchera exactement pareil. Alors, comment on fait ça? Eh bien, là on a un connecteur, hein, on a un connecteur universel. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'introduire? Eh bien, gardons cette hypothèse-là, P de x et Q de x. Est-ce que j'ai le droit d'en déduire P de x ici? Eh bien oui, pourquoi j'ai le droit d'appliquer cette règle? Parce que la contrainte de mon pour tout introduction, je vous remets la règle, hein, c'est gamma prouve f, gamma prouve pour tout x f, si x n'appartient pas aux variables libres de gamma. D'accord? C'était ma contrainte. Eh bien là évidemment elle est respectée parce que x, il n'est pas libre dans mes hypothèses. X ici, il est lié par le quantificateur. Donc j'ai le droit d'appliquer cette règle, il n'y a aucun souci. Maintenant, comment je fais pour déduire P de x pour tout x, Px et Q de x? Eh bien là on est coincé parce que ce qu'on a ici, c'est une formule atomique. Il faut qu'on utilise un axiome. Donc, regardons ce qui se passe au-dessus. Pour tout x, Px et Q de x, je vais en déduire pour tout x, Px et Q de x, ok, et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, est-ce qu'on peut éliminer le quantificateur universel ici? Eh bien oui, je peux tout à fait faire ça, on a toujours le droit de le faire. Je garde la même hypothèse, et vous vous rappelez, si pour tout x, ma formule, alors j'ai le droit d'en déduire ma formule pour n'importe quel exemple de x. Ici, je vais garder x, j'ai le droit de le faire, j'ai le droit de dire, eh bien, j'en déduis P de x et Q de x. Vous voyez l'idée? Donc ça, je fais une substitution de x par x, hein, c'est-à-dire que la règle, si vous vous rappelez, c'était si j'ai pour tout x f, alors je peux en déduire f, où je remplace x par n'importe quel terme t, mais n'importe lequel, ça veut dire que j'ai le droit de prendre x. Alors ici, j'aurais pu changer x par y, hein, j'aurais pu changer x par y ou par z, et ça m'aurait donné une formule un peu différente. Ça m'aurait donné, pour tout x, Px et Qx implique, eh bien, par exemple, pour tout z, Pz, et pour tout w, Qw. Mais ça reste vrai, ça veut dire la même chose. Ici, on a gardé les mêmes variables, mais comme je dis souvent, c'est un hasard de lecture quelque part. On peut faire ce renommage autant qu'on veut. Donc voilà, on a pu faire cette élimination, on respecte la règle, et ici, on a fini puisque on peut obtenir P de x là par
P de x et Q de x avec une élimination de la conjonction à gauche. Il ne reste plus qu'à faire pareil avec une élimination à droite cette fois. Et on a fini. Ok, je vais faire un exemple maintenant avec le il existe. Qu'est-ce qu'on peut montrer qui soit vrai? Eh bien, par exemple, il existe x, P de x ou Q de x. Eh bien, ça implique que il existe x, P de x ou il existe y, on va changer la variable, ou il existe y, Q de y. Ok, s'il existe un élément qui est soit dans P soit dans Q, ben, ça veut bien dire qu'il existe un élément dans P ou alors il existe un élément dans Q. Ici on a juste reformulé la même chose, mais en déduction naturelle évidemment c'est quelque chose qui se prouve formellement. Donc on refait notre petite introduction de l'implication, ça change pas. Il existe x, px ou qx, prouve il existe x, px ou il existe y, q de y. Alors ici, est-ce qu'on essaie de faire une introduction de la disjonction ou intro? Je ne crois pas. Parce que, est-ce que en sachant qu'il existe un élément dans P ou dans Q, je peux déduire qu'il existe un élément dans P? Eh bien non, donc je peux pas dire bah, ce ou là, je vais prendre une des deux branches pour le prouver. Là, c'est pas possible. On voit que si on essaie de faire ça, on se retrouve avec un séquent qui n'est pas prouvable, et c'est normal. Donc la disjonction, si on ne peut pas l'introduire, eh bien on va peut-être essayer de faire plutôt des éliminations avec les hypothèses qu'on a. Alors les hypothèses qu'on a, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien c'est un il existe. Alors c'est quoi l'élimination du il existe? Je rappelle la règle. C'est que si à partir de gamma j'ai prouvé il existe x, f, et que à partir de f et de delta éventuellement, je prouve la formule A, eh bien ça me donne une preuve de la formule A. Ça c'est le il existe elim. Oui, x n'appartient pas aux variables libres de gamma, delta et de A. En gros, x il appartient à f. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'appliquer cette règle? Oui, puisque comme j'ai un axiome qui a une forme existentielle, je peux très bien essayer de faire le il existe elim. C'est la règle un peu compliquée, hein. C'est comme l'élimination du ou, c'est celle-là qui pose un peu problème. Alors, on fait un petit axiome, ça change pas. Là, on est bien. Donc, ici, vous voyez que cette formule-là, c'est mon il existe x f. Hein, si je fais le lien, hop, voilà. Donc ça, cette preuve, elle est terminée. Et maintenant, je dois prendre ma formule f. Alors, c'est quoi ma formule x? Ma formule f, c'est px ou qx. On est d'accord, c'est la formule dans laquelle j'enlève le il existe. Donc, j'ai le droit de prendre px ou qx dans mes hypothèses. Et d'ailleurs, c'est tout ce que j'ai le droit de prendre parce que ici, gamma et delta ne contiennent rien de plus. Il y a juste la formule ici qui est dans gamma, mais on l'a déjà réutilisée. Donc, à partir de f, on va vouloir prouver notre formule A. Alors, notre formule A, c'est quoi? Eh bien, c'est la conclusion. C'est ce qu'on a ici. Vous voyez, si je suis la forme de la règle, ça, c'est A. Donc, je dois essayer de prouver il existe x, P de x, ou il existe y, Q de y. Et là, on voit qu'on a quelque chose qui commence à ressembler à une preuve, parce que si j'ai px ou qx, je devrais pouvoir montrer qu'il existe px ou il existe y, Q de y. En tout cas, ça a l'air logique, et en effet, ça marche. Alors, là, on a une hypothèse qui est un ou, donc on doit faire un raisonnement par cas. Alors, à nouveau, un petit axiome, px ou qx prouve p de x ou q de x. Donc là je vais faire un ou elim. Hein. Attention, c'est la règle un peu touchy, mais qu'on a déjà regardé ensemble. Donc ça, c'est un axiome. Que me dit cet axiome? Il me dit que je dois être capable de prouver la formule que j'ai ici avec les deux parties de la disjonction. Donc avec p de x, je dois pouvoir prouver il existe x, px, ou il existe y, q de y. Et par ailleurs, je dois pouvoir montrer la même formule avec q de x. Q de x, je dois pouvoir montrer il existe x, px, ou il existe y, q de y. Excusez-moi, on est un peu sur la marge. De toute façon, celle-là, on ne va pas la faire puisqu'elle est exactement symétrique à celle du milieu. Donc, comment on prouve ça? Eh bien, de p de x, je peux prouver
il existe x p de x, c'est quelque chose qui a l'air vrai, hein, on va pas choisir la partie droite de la disjonction. Donc on va essayer de faire ça. Alors c'est quoi cette règle? Eh bien c'est simplement un ou intro, d'accord, un ou intro gauche. Et p de x prouve il existe x p de x. Est-ce que ça marche? Comment on fait pour finir ça? Eh bien on va essayer d'introduire le quantificateur existentiel, évidemment. Alors la règle d'introduction du quantificateur existentiel, rappelez-vous, elle disait que si je prouvais f pour un certain exemple, c'est-à-dire où à la place de x je peux avoir un terme quelconque, eh bien je peux bien dire il existe x f. Ok? Eh bien ça marche parce que à partir de p de x, je peux bien prouver p de x. Et donc c'est bon. Et là ici comme exemple j'ai gardé x. Mais vous voyez que j'aurais tout aussi bien pu le changer en y. C'est ça qui fait que la preuve de droite, elle va marcher pareil, mais en changeant le nom. Alors on va la faire quand même, hein, finalement c'est peut-être plus raisonnable. À partir de q de x, on va essayer de prouver il existe y q de y. Et ça, on va avoir le droit de le prouver à partir de q de x prouve q de x. Donc là on a un axiome et là on a il existe intro. Donc pourquoi on a le droit de changer le nom ici? Parce que ça c'est un point important, c'est pour ça que c'est quand même pas mal de s'arrêter dessus. C'est que q de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien q de x c'est exactement q de y, ok, où j'ai remplacé y par x. Vous voyez? Donc si j'applique ma règle, ici c'est inversé, hein, c'est le x à la place du y, mais rappelez-vous, j'ai le droit, avec cette règle-là, le il existe intro, j'ai le droit de prouver il existe x q de y si j'ai prouvé ma formule q de y pour un certain exemple à la place du y. Ici mon exemple c'est x, mais ça marche, on a le droit. Cet exemple, ça pourrait être à nouveau une constante, une fonction, un truc hyper compliqué, on s'en fout un peu, ok? Ça peut être la même variable comme dans la sous-preuve de gauche, ou une variable différente, comme dans la sous-preuve de droite. Ok, voilà pour ces deux exemples de preuves. Je pense que là on est bien, c'est bien détaillé, on a une bonne idée de comment ça marche. Peut-être essayer de voir des choses qu'on ne peut pas prouver, parce que là on a peut-être un peu l'impression qu'on peut tout faire, mais imaginons maintenant que j'essaie de prouver quelque chose de faux, comme pour tout x. Quand je dis quelque chose de faux, hein, je rappelle, c'est dans n'importe quelle interprétation possible. Un théorème du calcul des prédicats, quelque chose qui se démontre en déduction naturelle, c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les interprétations. Ok? Ça c'est comme pour la logique propositionnelle, ça ne change pas. Est-ce que pour tout x, px ou qx, changeons un peu le sens des connecteurs, me permet de prouver pour tout x, px ou pour tout x, qx. Vous voyez, c'est une formule qui ressemble un peu à celle qu'on a prouvée, mais celle-là, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que, eh bien, est-ce que le fait que tous les éléments soient soit dans P, soit dans Q, veut dire que soit tous les éléments sont dans P, soit tous les éléments sont dans Q? Là, pareil, je ne crois pas. Parce que, imaginez que P et Q, ça veut dire pair ou impair, et qu'on soit dans le cas des nombres, ben, c'est bien vrai que tous les nombres soient soit pairs ou impairs. Par contre, il est faux que soit tous les nombres sont pairs, soit tous les nombres sont impairs. Là, dans les deux cas, ça marche pas. Donc ça, on va pas pouvoir le prouver. Alors, si on essaie de le faire, on est assez vite coincé parce que on voit qu'on peut pas faire une introduction de la disjonction. Hein, le pour tout x px, ça va pas marcher avec une hypothèse disjonctive. Donc, on peut essayer de commencer avec un axiome par le haut. Pour tout x, px ou q de x, ok, prouve pour tout x, px ou q de x. Et maintenant, si cette formule, j'essaie de la transformer en pour tout x, px quelque part, là, ça va coincer parce que j'ai le droit de faire un pour tout elim, par exemple. Ok, donc ça c'est quoi? J'ai le droit de dire p de x ou q de x. Donc, je garde la même hypothèse. Là, je peux garder le x. En fait, j'ai le droit de montrer que la formule ou quoi que ce soit que je mette entre les parenthèses marche. Ok, c'est la définition de la règle. Hein, je vous rappelle, pour tout x f, on en déduit f, où on peut mettre ce qu'on veut à la place de x. Donc ici, je mets ce que je veux. Bon, mettons x parce que dans la conclusion qui nous intéresse, on n'a que des x. Donc je garde x. Et là, par contre, ça va plus marcher parce que je peux pas déduire pour tout x px ou pour tout x q de x de ça.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Eh bien, là j'ai un OU. Je peux essayer de l'éliminer. Alors, c'est plutôt un bon réflexe, en général. Mais si je l'élimine, vous vous rappelez que il faut que je prouve une formule à partir de P de X et une formule à partir de Q de X. Vous vous rappelez avec le OU et lim. Et là, on voit que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prouver à partir de P de X, par exemple, pour tout X, Px. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que je viole ma condition qui est de dire que si j'ai gamma prouve f, alors je peux en déduire gamma prouve pour tout x f, vu que x doit être non libre dans gamma. Et ici, ça coince puisque x, par définition, il est libre dans l'ensemble d'hypothèses. Donc on pourra pas prouver ça. D'accord? Donc cette preuve, elle n'est pas finissable. On peut trouver des contre-exemples aussi avec les connecteurs existentiels, mais voilà, c'est important de voir pourquoi ces contraintes elles sont importantes. Elles nous interdisent de prouver des trucs qui sont faux, ce qui est quand même plutôt utile dans ce cas-là. Ok, alors voilà pour cette vidéo, c'est tout, donc c'était une petite capsule rapide, hein, juste pour répondre à ce petit commentaire et essayer de débloquer quelque chose, d'être un peu plus complet sur ce qu'on sait faire en déduction naturelle. Donc j'espère que vous voyez comment vous attaquer à faire ces preuves formelles avec le calcul des prédicats. J'essaierai probablement dans l'avenir de faire une vidéo plus complète sur la déduction naturelle avec l'ensemble des techniques, les motivations, où ça mène, les limitations, mais ça sera quelque chose avec un peu plus de travail, de montage, quelque chose d'un peu plus long. Donc je voulais pas attendre de faire tout ça pour répondre à cette question. J'ai mentionné Wikipédia comme référence possible pour avoir des notions en déduction naturelle, c'est très bien, mais si vous voulez avoir quelque chose qui se repose sur la même syntaxe que celle que j'utilise, regardez plutôt le livre qui s'appelle Introduction à la logique de David, Rafali et Nour. Je vais mettre le titre en description, et là du coup les exemples, les définitions des règles seront vraiment les mêmes que ceux que j'utilise. Voilà pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.